William starts with a W. Zerbib starts with a Z. You're listening to William Zerbib Classic Rock, WDMZ. Salut à tous, en voiture pour un nouvel épisode du WDMZ Classic Rock avec aujourd'hui la crème de la crème, c'est-à-dire David Togis à la batterie et le groupe, je rigole parce qu'il est en train de battre à tout va. Bon, enfin bref, et le groupe, la crème de la crème des groupes de rock, Cream. Sunshine of your I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two.
Salut David. Alors on commence très fort parce que là tu m'as ramené carrément en 1970 puisque j'écoutais, c'était non-stop quoi. C'était le titre que j'écoutais toute la journée au lieu d'aller à l'école, à l'université, je veux dire. Parce que en 70, mon cher ami, donc ça veut dire que tu l'as écouté 3 ans après la sortie puisque c'était en 67. Mais oui, il est sorti. Mais moi je l'écoutais en 1970 parce qu'en 67 j'écoutais des petites balades bluettes des Beatles quoi. Voilà. Mais là en 70 j'étais Cream. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce chef-d'œuvre qui est Disraeli Gears quand même. Il y a... Enfin, tu commences comme tu veux. Vas-y. Alors, Disraeli d'abord, il n'était pas juif. Non, il était de père juif, ce général anglais, et puis donc ils ont voulu faire un jeu de mots avec sa façon de s'habiller, puisque ça a été un ministre assez important en Grande-Bretagne, et qu'en plus, comme il s'appelle Disraeli, on se dit, ah bah oui, forcément, juif, Israël, machin. Disons que c'était un personnage qui était apparenté aux juifs, donc ça fait une petite introduction à la fameuse question rituelle. Est-ce qu'il y a quelque chose de juif dans Cream ? Alors, moi je pensais, on en a parlé avant, à Jack Bruce et son ancienneté dans le groupe sud-africain juif qui s'appelle Manfred Mann, mais tu m'as dit, mais non, mais ça c'est vieux, mais ça on s'en fout. C'est qui ? C'est Pete Brown. Oui. Mais j'en reviens pas, mais Pete Brown. Et toute la question... il s'appelle Ben Simon à l'origine ? Non, il s'appelle Leibovitch. C'est son père qui a changé le nom. Il a dit, je peux pas être le responsable du magasin de vêtements si je m'appelle Leibovitch, alors je m'appelais Brown. Non mais alors c'est un pilier du groupe, ce monsieur Pete Brown. Alors, c'est peut-être aller un peu loin, mais la première question, c'est combien j'ai de temps pour répondre à cette question ? 30 secondes. Voilà. Alors, donc, c'est avant tout quelqu'un, Pete Brown, qui a grandi dans une famille juive, très traditionnaliste, qui a une éducation juive, et qui s'est ouvert par l'ensemble des matières et des domaines qui lui étaient enseignés, c'est-à-dire l'hébreu, l'anglais, le latin, etc., à la poésie, à l'écriture, à l'invention narrative. Et c'est ça qui fait qu'à l'adolescence, il s'est fait virer de son école juive, qu'il a voulu être poète, et qu'à force de faire des happenings avec des groupes de jazz, il est tombé sur Ginger Baker qui lui a dit « Viens mon petit, j'ai besoin de quelqu'un qui écrit des textes. » Voilà, 30 secondes. Hein. Non mais t'es un pro. Non mais parce qu'en plus, je rebondis sur Ginger Baker, le taré, parce qu'il était un peu taré. Un peu, oui. C'est lui qui est à l'origine de l'existence de ce groupe Cream. C'est une question que je pose parce qu'on n'en est pas sûr. Non, moi, je dirais qu'ils avaient tous les trois, Clapton, Bruce et Baker, déjà une très très grande carrière, une très très grande renommée en tant que musiciens. Pour Bruce et Baker, c'était déjà des musiciens de session qui étaient capables de lire la musique, qui étaient aussi à l'aise dans le jazz, le blues, etc. Clapton, c'était quand même un peu plus limité. Et d'ailleurs, il l'est resté, c'est pas non plus un grand inventif, mais ils étaient... Tu vas faire des ennemis, oui, mais bon. Tant pis. Clapton est quand même légèrement raciste sur les bords aussi, donc on peut aussi trouver des mauvaises raisons. Mais ils étaient avant tout, je pense, à la recherche de quelque chose d'innovant, et qu'ils avaient chacun quelque chose à apporter. Et je pense que dans tous ces grands groupes, notamment dans ces années-là, et ceux qui ont créé quelque chose, il y avait forcément quelqu'un qui avait une culture plus riche, qu'il a pu intégrer au rock. Et je pense par exemple aux Doors, où tu avais un claviériste qui maîtrisait Manzarek, tous les domaines de la musique classique au blues, et tu avais le guitariste Robbie Krieger, qui était un guitariste de flamenco, ou un batteur de jazz. Dans le Jimi Hendrix Experience, sans Mitch Mitchell, il n'y a pas de Jimi Hendrix Experience, et Mitch Mitchell, c'est un jazzeux, c'est un batteur monumental, on ne dira jamais assez. Et donc ces gens-là apportent quelque chose, et on a Jack Bruce qui lui a appris en fait à chanter, à faire des mélodies. Le bassiste, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le bassiste, oui. Et dans une école avec une formation de musicien classique. Donc c'est très important. Et Ginger Baker, à cette époque, s'intéressait déjà aux percussions africaines, ce qu'il a fait ensuite dans les années 70. Alors on va continuer avec la musique puisque on parle d'un groupe qui est Cream, un groupe qui a quand même duré que 2 ans en fait, sa vie c'est 2 ans le groupe Cream, avec un autre titre Badge dont tu nous diras quelque chose juste après. Voici Badge, Clapton et Harrison. Oh, pourquoi Harrison ? Vous le saurez après le titre. Thinking about the times you drove in my car, thinking that I might have drove you too far, and I'm thinking of the love that
she fell off the cradle. WDMZ, Classic Rock. Alors, un groupe qui a duré 2 ans. Là, on vient d'écouter Badge, Clapton, Harrison. Pourquoi Harrison ? C'est vrai qu'on se demande d'ailleurs, puisqu'on peut dire la même chose à un moment donné des Beatles, quand il y a eu la crise chez eux, je crois qu'Harrison a failli partir, et ils ont voulu d'ailleurs faire venir Clapton. Mais c'est une dualité, là encore, j'ai l'impression. C'est pas McCartney et Lennon, c'est souvent Clapton-Harrison. Alors là, je ne suis pas sûr de te suivre. Je me demande si t'as pas un peu abusé d'alcool d'hiver qui traînerait dans les locaux. Le souci, c'est que d'abord, on est en 1969 et que c'est le dernier album de Cream. Oui. Le deuxième souci, c'est que on n'a pas tellement défini cette musique en fait. Et je m'étonne que tu n'aies pas employé le mot Power Trio, parce que depuis le temps que tu veux le placer, c'est la définition du Power Trio, figure-toi. Alors depuis le temps que tu veux le placer. Et donc, en fait, ils ont toujours fait ce qu'ils ont voulu. C'est-à-dire que dans un album de Cream, tu avais des morceaux très mélodieux, presque lyriques, avec des chœurs un peu célestes. Tu avais du blues qui était soit dans la tradition, soit carrément des reprises. Et puis, il y avait des chansons qui étaient clairement l'annonce du hard rock, et ça, c'est très important parce que Cream a eu un rôle moteur là-dedans. Et notamment dans le fait que le batteur devient un musicien central dans le groupe. J'ai peut-être pas parlé de Power Trio, maintenant maintenant que ça te l'explication, revient. Non, voilà, l'explication me revient, c'est parce qu'ils n'ont jamais été un Power Trio, puisque si tu rajoutes Peter Brown, et si tu rajoutes George Harrison, ça fait 5 personnes, monsieur. On parle, monsieur Zerbib, on parle de musiciens sur scène et du fait qu'il y ait 2 chanteurs avec un bassiste, un guitariste, un batteur. Et c'est la définition qu'il y a dans le dictionnaire, c'est-à-dire notre Shulchan Aruch à nous, c'est-à-dire le dictionnaire du rock d'Assayas, qui lui-même a des origines un peu interlopes. Alors, je t'en prie, la définition du Power Trio, c'est Cream, justement. Alors, d'après le dictionnaire du rock. Non, mais en plus, c'est un groupe Zarbi. Excuse-moi, pas Zerbib, Zarbi. Pourquoi ? Parce que... j'ai pas répondu encore à ta question sur Harrison, alors que tu es en train de... Oui, vas-y, Harrison d'abord. Après, en fait, il n'y avait pas du tout de dualité. D'abord, Harrison fait venir... Sur les femmes, oui, quand même. Il fait venir Clapton pour faire le chorus de While My Guitar Gently Weeps, et on est en 68 dans les Beatles. Donc ils restent copains, et en 69, c'est l'inverse, c'est-à-dire que non seulement Harrison par amitié... Ils étaient très proches quand même. Lui, ils étaient évidemment, ils sont restés amis jusqu'au bout, et il lui co-compose cette chanson, il apporte une évidence mélodique que Cream n'aura jamais, avec des joliesses dans les arpèges, dans le travail de guitare et des voix, et en plus de ça, il lui apporte un tube, et on peut ajouter que l'amitié va tellement loin que les histoires de femmes ont vite été oubliées, c'est que c'est Clapton qui arrive à convaincre Harrison de faire son unique tournée mondiale, et c'est le fameux Live in Japan de 77. C'est grâce à Clapton, parce que Harrison avait peur. Il était tellement peu sûr de lui, à la fois en tant que chanteur-guitariste, et puis aussi en tant que showman, que c'est Clapton qui l'a aidé à aller sur scène. Je vous ai dit, c'est le grand rabbin du rock. Enfin, un groupe bizarre, car on en reparlera, parce que le bassiste 6 cordes, la batterie de grosses caisses, il y a quelque chose qui va pas dans ça. T'as rien trouvé pour Clapton, les cheveux crépus, en hommage à Hendrix. En hommage à Hendrix, oui. Je l'avais trouvé ça. Alors, c'est le moment du quiz rock, car je vais faire gagner 2 quiz rock, qui est un jeu concocté par Sa Majesté Philippe Manœuvre, Philman pour les intimes, édité chez Hugo et De Singe. Ce quiz rock, c'est des questions sur le rock, et là j'en ai une, parce qu'on parle de... que je vais te poser, mais tu ne donnes pas la réponse, parce que je sais que tu la connais, que je vais poser. Et vous nous envoyez des réponses à williamzarbib@gmail.com, et puis il y aura un tirage au sort pour faire gagner ces 2 quiz rock de Philippe Manœuvre. Voici la question. Les guitaristes Jeff Beck, Eric Clapton et Jimmy Page ont tous 3 fait partie des Yardbirds. Mais dans quel ordre ? Bon, évidemment. Vous envoyez vos réponses à williamzarbib@gmail.com. 3e titre de cette immense, je dirais, hymne à l'amour à ce groupe à la crème, c'est I'm So Glad.
I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Oui, moi aussi, je suis très heureux de faire cette émission avec David Togis. Il en sait tellement de choses. Il connaît tellement de choses sur les groupes rock et je suis vraiment, vraiment heureux de faire cette émission avec lui. Alors, puisque on va parler de Jack Bruce, puisque c'est lui qu'on vient d'entendre, et d'écouter plutôt. Bon, il jouait au départ avec Manfred Mann, on l'a dit, mais il s'est fâché à un moment donné avec Ginger Baker. Et puis un an après, il revient. Comment tu expliques ça? Je veux dire, ces allers-retours, c'est pas souvent le cas quand même. Alors, je n'ai pas cette information sur l'apparition de Bruce chez Manfred Mann. J'ai plutôt l'impression que ça doit être très succinct. Mais les engueulades, c'est quelque chose qui arrivait tellement souvent. Surtout... Mais quitter le groupe et revenir c'est l'histoire d'un groupe comme Trust, par exemple, et je crois que les Stones, c'est pareil. À un moment, ils s'entendent soit sur la musique, soit sur le business. Donc, on finit toujours par se retrouver. Je voulais juste faire une petite remarque, mais puisque vas-y. Tu évoquais Jack Bruce. Dans les chœurs qui terminent ce morceau I'm So Glad, qui à la base est un pur blues de Skip James, il en fait quelque chose de presque psychédélique, parce que ces chœurs ont quelque chose, à mon avis, de presque religieux. Et comme la plupart des musiciens anglais qui apprenaient l'harmonie, c'était à l'église, et ben Bruce, là, à mon avis, a mis en pratique ce genre de connaissances, puisque c'est quelqu'un qui est capable d'orchestrer et d'harmoniser, même si les voix, on le voit bien, ce ne sont ni les Beatles ni les Beach Boys. Alors, c'est un titre qui est sorti dans l'album Fresh Cream. C'est le premier, oui. Et on a 1966, oui. On a la chance d'avoir le premier morceau où Brown fait le texte, puisqu'on va avoir une petite série, donc un parolier qui est devenu presque un membre de Cream, à tel point que il se situe dans une mouvance typique de l'Angleterre des années 60, où les groupes cherchaient en quelque sorte une caution intellectuelle, puisqu'on avait l'équivalent dans Procol Harum, où Keith Reed faisait les textes, et il ne faisait que ça, il chantait pas, il faisait rien, c'est celui qui fait les textes, mais il fait partie du groupe. Et on a eu Pete Sinfield aussi, qui a composé pour plein de groupes de rock progressif, comme Emerson, Lake and Palmer. Donc ça s'est généralisé. Chez les Anglais, attention, les Anglais ils se prennent pas pour rien, c'est pas comme les Américains qui disent 3-4, on y va. Alors, on va écouter maintenant le titre qui, apparemment, selon justement Mishka Asayas, apparemment, c'est ce titre qui aurait donné le style Cream, I Feel Free. Tu me diras si tu es d'accord avec I Feel Free sur WDMZ, Classic Rock. Feel free. To know I feel free. I feel free.
Vous croyez tout connaître sur le rock et vous voulez défier vos amis? Bien écoutez, vous voulez gagner le quiz rock de Philippe Manœuvre édité chez Hugo et Desinges? Eh bien tout simplement, vous allez répondre à cette question en envoyant votre réponse à williamzarbib@gmail.com. Voici la question. Les guitaristes Jeff Beck, Eric Clapton et Jimmy Page ont tous 3 fait partie des Yardbirds, mais dans quel ordre? Voilà. Qu'est-ce que c'est dur. William Zarbib, j'ai mal à la tête rien que d'y penser. Deux quiz rock, 2 manœuvres à gagner en écoutant cette fabuleuse émission qui s'appelle WDMZ, concoctée de main de maître par Monsieur David Togis. Alors, vous n'étiez pas d'accord? C'est pas l'archétype de la chanson Cream. Non, d'ailleurs, je demande un droit de réponse à ce cher Miska, qui est une sommité dans l'histoire du rock, il faut quand même le dire, trêve de plaisanterie, et qu'on admire tous. Simplement, je pense que c'est plutôt le morceau suivant qui est symbolique de Cream, parce qu'on a à la fois... Moi aussi, je suis d'accord avec vous, cher ami. Merci. Une grande part de lyrisme et quelque chose de très hard. C'est-à-dire que là, on pouvait vraiment parler de hard rock, sachant que personne n'avait commencé à vraiment mettre ce style en lumière. Il y avait éventuellement des premiers balbutiements qui sont tous arrivés à peu près à la même époque, un morceau par-ci, par-là, et puis après, aux États-Unis, des groupes comme MC5, mais c'est à peu près 67-68 les vrais débuts. Même on peut parler des Beatles avec Helter Skelter, par exemple, mais là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier, parce qu'en plus de ça, avec l'importance du solo de guitare qui arrive notamment à la fin et qui entraîne tout le monde dans un élan majestueux, il y a aussi un incontournable du hard rock à venir dans ce morceau. En plus, il est lyrique, le monsieur. Eh bien, on va écouter White Room. Ça, oui, ça, c'est du Cream. White Room. C'est parti. Near the station, black roof country, no gold pavements, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. The station, platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. Kindness in the hard crowd, consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just dressing goodbye windows, tired stars. House
de la zik. Pas de blabla. Merci monsieur. Alors, Wheels of Fire, deuxième album. Est-ce qu'ils se tiraient la bourre un peu les deux, la Clapton et Jack Bruce, Eric Clapton et Jack Bruce? Alors, Wheels of Fire, c'est le troisième album. Ah mais c'est le troisième. Le deuxième, c'est Disraeli Gears. Pardon, excusez-moi. Et donc, j'aurais une punition. Il y a forcément de la concurrence, puisque dans ces groupes à forte personnalité et à forte compétence musicale, d'abord on cherche à placer ses propres compositions. Ensuite, il y avait quand même un problème, c'est qu'ils avaient ce parolier Pete Brown, oui, qui était forcément meilleur en texte que les autres, et d'ailleurs il a composé aussi avec Clapton, puisque Sunshine of Your Love c'est Clapton et Brown, mais globalement il a fait 9 chansons, 8 étaient avec Jack Bruce, et je pense que la concurrence elle se faisait peut-être sur le côté est-ce qu'on garde les racines ou pas, sachant que déjà à l'époque les uns et les autres n'avaient pas les mêmes ambitions, c'est-à-dire que Baker c'était quelqu'un qui voulait révolutionner la percussion et la manière de tenir un rythme, d'ailleurs c'était un des premiers à faire des mesures impaires dans le contexte rock avec Do What You Like qui était en 5/4, un des morceaux sur lesquels il fait un long solo de batterie, et ensuite il a été rejoint mais beaucoup plus tard par le rock progressif, et Clapton était plutôt un puriste du blues, puisqu'on le verra après, il va faire ça pendant 30 ans ensuite. Et Bruce était celui qui avait la palette la plus large, puisqu'il était capable de jouer aussi bien du folk que du jazz. Et d'ailleurs, il a fait des albums purement jazz, ou avec des grands orchestres. Donc, pour moi, le souci, c'était de trouver une entente entre ces trois-là. Alors, ce qui fait que quand on écoute des albums de Cream, on a l'impression d'écouter, je vais pas citer la radio, mais une radio qui passe vraiment de tous les genres musicaux sur 105.1. Et c'est formidable parce que du coup, on a un patchwork très, très enrichissant. C'est pas toujours le même morceau, ça ne peut pas être le même morceau. Et ça, c'est magnifique. Mais en même temps, on peut se dire, mais c'est quoi ce groupe? C'est les mêmes qui jouent le deuxième morceau. C'est ta réponse à Mishka, j'ai l'impression. Oh, je ne me permettrai pas je suis loin de son niveau, mais en tout cas, il faisait des choses très très différentes, parce que entre une reprise de Skip James et White Room, il y a quand même un grand écart. Absolument. Alors, et Clapton et sa fascination, est-ce qu'on peut parler de fascination pour Hendrix? Oui, on peut, parce que à ce moment-là, d'abord, tout le monde l'était. Il faut bien savoir que comme Hendrix a explosé en Angleterre, avant de retourner aux États-Unis, ce sont avant tout les guitaristes anglais qui sont tombés sous le charme, parce qu'en plus, c'était quelqu'un de très charismatique, de très gentil et très charmant. Donc, homme ou femme, tout le monde succombait. Mais à côté de ça, il y avait évidemment tout ce qu'il a apporté à la guitare. On a vu avec White Room qu'on a carrément un cours de wah-wah là, par Clapton. Absolument. C'est-à-dire, voilà, à quoi sert, comment sonne une wah-wah, bah voilà, Clapton vous l'a fait. Et Hendrix jouait bien sûr de la wah-wah très vite. Et puis, comme il leur a ouvert des horizons nouveaux, notamment par exemple avec l'utilisation de la barre de trémolo, la whammy bar comme on dit aux États-Unis, la barre de vibrato, ce sont les innovations, c'est la violence, c'est l'expression scénique, donc c'était une forme d'hommage et de fascination, mais aussi d'hommage, c'est-à-dire voilà un guitariste que vous devez écouter autant que moi, sachant qu'à l'époque Clapton était surnommé God, Dieu. Oui. Alors Clapton c'est une façon de dire mais attendez, il est au moins aussi bon que moi celui-là. Et ça c'est le côté humble que tout fan de blues a forcément, c'est-à-dire attendez, je suis pas un dieu, il y a un tel, sans lui je serais rien. On continue avec notre titre, mais de Disraeli Gears, cette fois-ci je ne me trompe pas, c'est Strange Brew. She's a witch of trouble in electric blue. In her own mad mind, she's in love with you. Now what you gonna do? Strange brew, killing what's inside of you. She's some kind of demon that's in love too. If you don't watch out, it'll stick to you. What kind of fool are you? Strange brew, killing what's inside of you.
Ça, c'est du Cream. Monsieur David Togis, ça, c'est un morceau de Cream. D'abord, il est dans Disraeli Gears, peut-être le plus bel album de tous les temps. Non, peut-être pas, j'exagère. Mais enfin, non, ça, c'est du Cream. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben je suis plutôt pour, sachant qu'on peut conseiller aux auditeurs de commencer par cet album-là, puisque c'est le plus célèbre, celui qui a laissé la plus grande trace dans l'histoire du rock, 1967, et il y a d'ailleurs une édition deluxe avec des morceaux inédits en plus, en dehors de tous les coffrets. Mais c'est vrai qu'il y a un groove qui est lié à des guitares qui sont agressives et à une mélodie assez planante qui fait tout le charme de Cream et qui n'avait vraiment pas d'équivalent, ce qui montre à quel point ils étaient nouveaux à ce moment-là et qu'ils allaient aussi être. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont séparés vite. Un groupe comme Led Zeppelin avec toute sa palette était quand même un petit peu supérieur, et donc c'est forcément un peu impressionnant. Et si on prend Led Zeppelin d'un côté, les Doors de l'autre, ou Grateful Dead, qu'est-ce qui reste pour Cream? Mais je pense que c'était une question d'ego. Ils se sont tous dit à un moment, on va faire une carrière solo, on est des monstres, on peut réussir. Et une question technique, mais je ne sais pas si tu as la réponse, c'est pas grave, même si tu l'as pas. Est-ce que c'est eux qui n'ont pas inventé, mais qui ont institué le mur Marshall? Ah, alors là, c'est possible parce qu'il y avait quand même un côté grandiloquent et m'as-tu vu, et je dois dire que cette histoire de mur Marshall... c'est comme la guitare à 6 cordes et puis la double, non? C'est quand même un truc de hard rock et de métal. Oui. Le vrai mur Marshall, à mon avis, il date d'un peu plus tard, mais il faudrait regarder. Le plus marrant, c'est ceux qui ont fait ça parodiquement quand même, qui en ont mis, au lieu d'en mettre 5 ou 6, ils en mettent 200, dont un seul est allumé. C'est devenu un poncif, c'est Spinal Tap, là. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu le film. Non, dis-moi, il y a un très... Parce que tu parles de cinéma, il y a un super film sur Burning Casablanca. Ça, je ne sais pas si tu as entendu. Oui, j'ai entendu parler de ça. T'as entendu parler de ce film? Eh bien, j'ai appris que toute la bande musicale, c'était les variations. Voilà, Marc Tobali me l'a dit, il m'a appelé, qui est fatigué, je le salue au passage, il est très fatigué. Marc, tu nous écoutes, comme disait l'autre, salut. Salut Marc. Et c'est donc toute la musique de ce film, c'est les variations. Incroyable. Burning Casablanca, il est en ce moment sur les écrans. Allez le voir. Un nouveau titre, donc là je connais rien du tout, donc tu me diras tout sur ce titre, qui vient pourtant de l'album Wheels of Fire. C'est pas n'importe quel album, enregistré à New York je crois. C'est Politician. Mais on écoute d'abord et tu me diras après tout ce que tu veux sur ce titre. Politician. Get
big black car. Hey, now, baby, get into my big black car. I wanna just show you what my politics are. On écoute Politicians, c'est le groupe Cream, l'émission consacrée à Cream avec évidemment le grand rabbin du rock and roll, c'est David Togis. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau que je ne connaissais pas, même si l'album je l'ai depuis 50 ans, Wheels of Fire, très beau double album avec une iconographie extraordinaire, enfin la pochette elle est splendide. Alors, on peut dire d'abord que tu dois faire 30 pompes parce qu'il y a trop de choses que tu ne connais pas, et ensuite on peut dire que c'est notre ami lituano-polonais Pete Brown, Encore lui Kol Hakavod, qui a écrit le morceau. Et Pete Brown, il était un peu de gauche quand même. Donc lui, quand il parle du politicien, pour lui c'est un gros bourgeois qui ne va pas représenter les intérêts du peuple, parce que à ce moment-là, tout le monde est proche du peuple. Il faut quand même voir que un mec comme Clapton, même si malheureusement il a mal ensuite tourné, à partir du moment où il vénère le blues, il est obligé d'avoir quand même une conscience politique, parce que c'est une musique qui vient de l'esclavage et qui vient de la communauté afro-américaine opprimée. Et donc lui, Pete Brown, sa poésie, elle va avec celle d'Allen Ginsberg, un autre grand maître juif, un télo et poète, et donc c'est cohérent par rapport à son inspiration et ses envies du moment, et forcément c'est un texte militant. Eh bien, on va arriver maintenant presque à la fin de cette émission, parce que je voudrais qu'on puisse écouter encore deux autres titres. Alors là, ce titre-là encore, celui-là non plus, désolé, je ne le connais pas, NSU, Fresh Cream, et là encore, ton exégèse juste après ce titre. Driving in my car, smoking my cigar. The only time I'm happy is when I play my guitar. Sailing in my yacht, what a lot I got. Happiness is something that just cannot be bought. I've been in and out, I've been up and down. I don't wanna go until I've been all around. What's it all about? Anyone in doubt? I don't wanna go until I found it all out. Là, on est revenu en 1966 avec le premier album Fresh Cream des Cream.
Le titre NSU, je sais pas ce que ça veut dire. C'est un mystère pour moi aussi, je suis désolé, je n'ai pas il n'y avait pas investigué. des voitures qui s'appelaient les NSU, je crois à l'époque je sais plus, enfin dans cette époque-là. Là, c'est pop, quoi, non? Ouais, je trouve qu'on est vraiment dans la mouvance de cette pop un peu inspirée par la science-fiction et qui commence à être vraiment très psyché, comme pouvait le faire le Pink Floyd de Syd Barrett, première mouture, où notamment on verrait des décors de scène et des lumières extrêmement impressionnantes, ce qui était une nouveauté aussi. Les light shows qu'on appelait à l'époque. Oui, voilà. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est le style de Ginger Baker, puisque il fait vraiment pas l'accompagnement habituel, caisse claire, grosse caisse, Charleston. Il joue sur les tomes, et puis à un moment, il fait une descente de tomes, et c'est vraiment une identité sonore, je trouve, y compris le son d'ailleurs de ces grosses caisses, puisqu'il y en a deux, et que là, pour le coup, c'est un stylisme de batteur, et je crois qu'il n'y a pas énormément de batteurs dont on peut dire ça, mais oh là là, le style de Ginger Baker, ben oui, c'est un son, voilà. Et ça, c'est le fait de le dire, ça dit tout, déjà, ça dit beaucoup. Mais c'est vrai que c'est une inspiration pop qui n'allait pas dominer dans Cream, hein. Et 2 ans plus tard, donc dans le célébrissime Wheels of Fire, donc il va s'amuser avec le non moins célébrissime titre Toad, ou Toad. Je sais pas comment oui, alors ça. là c'est beaucoup plus une démonstration de musicalité, mais je pense que comme tout à l'heure on a écouté White Room, on voit aussi l'évolution du groupe qui est d'abord plus dans la virtuosité et puis plus dans la recherche d'une forme de lourdeur, de puissance, hein. Là on n'est pas du tout là-dedans et on voit l'intérêt de Bruce pour les chœurs, parce que c'est une composition qui est 100% Jack Bruce. On voit bien que même si ça ne transparaît pas immédiatement dans Cream, dès qu'il peut faire des petites harmonies, il s'en prive pas, notre ami. 2 mots avant qu'on termine cette émission avec cette fameuse reprise de Cream en 2005 au Royal Albert Hall. T'es pas un grand fan, d'après ce que tu m'as dit. Oui, c'est difficile d'être très très affirmatif, puisqu'il n'y a que ce double album et ce DVD qui sont sortis pour honorer cette tournée qui, je pense, n'est pas passée par la France. Mais je pense que les auditeurs qui veulent avoir une petite idée de ce que donne Cream des années après ont plutôt intérêt à écouter Bruce Baker and Moore, l'album BBM, Around the Next Dream, qui est vraiment très intéressant et qui ressemble beaucoup au Cream de la grande époque, avec des musiciens qui ne sont pas encore fatigués. Et Dieu sait s'il y en a de plus en plus de musiciens fatigués. Eh oui, les malheureux. Et ils arrivent sur scène. Rappelez que vous pouvez gagner le jeu Quiz Rock si vous croyez tout connaître sur le rock et vous voulez défier et épater vos amis. 250 cartes avec 480 questions. C'est édité chez Hugo et Dezinges. C'est un jeu de Philippe Manœuvre. Et donc je rappelle la question. Les guitaristes Jeff Beck, Eric Clapton et Jimmy Page ont tous 3 fait partie des Yardbirds, mais dans quel ordre? Votre réponse à williamsarbib@gmail.com. Et il y aura évidemment un tirage au sort devant... Cela dit, il y a un piège, hein. Oui, il y a un piège, mais il y aura un tirage au sort, non moins piégeux d'ailleurs, puisqu'on n'a pas d'huissier. T'as pas d'huissier? Théoriquement, j'ai pas le droit. Hein, écoute, si tu veux, il y a Mendel Fegelbaum qui est libre. Je l'appelle, il arrive. Bon, mon cher, on va terminer cette émission avec l'énorme Disraeli Gears et le titre We're Going Wrong. Pourquoi ce titre, monsieur? Eh bien, parce que comme ça fait 3 morceaux de Disraeli Gears. Donc, c'est un album important. Et puis là encore, je trouve que d'un point de vue mélodique, c'est un morceau très chatoyant. C'est une façon de dire que Cream a fait des bonnes compositions. C'est pas seulement le prototype du hard rock et du power trio. Et pourtant, Cream serait à l'origine du hard rock. Mais c'est bien ce que je viens de dire, cher ami. Laissez-moi parler, je ne vous ai pas interrompu. C'est que il fait partie des créateurs du hard rock, des matrices du hard rock, mais il n'y a pas que ça. Et je pense d'ailleurs, pour moi, à mon humble avis, c'est une définition des grands groupes de hard rock, c'est ceux qui ne font pas que ça. Et je pense, en disant ça, à Led Zeppelin et Blue Oyster Cult, par exemple. Que de références. Il devrait faire de la politique. Des références importantes. Blue Oyster Cult. Quand est-ce qu'on fait un spécial Blue Oyster Cult, mon cher? On va y réfléchir. Je connais pas bien le groupe, mais pourtant, il y a des juifs. Je me souviens toute ma vie qu'il y a un groupe qu'il faut absolument que j'écoute et que je réécoute, c'est Whitesnake, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, on va terminer cette émission spéciale Cream. Merci David Togis avec We Are Going Wrong, tiré de Disraeli Gears. Avec l'accent. Salut à tous et à toutes. Ciao.
la playlist Classic Rock de William Zerbib.